Mesdames et messieurs, le médecin général des armées Bernard Lafont, directeur central du service santé des armées. Monsieur le médecin général des armées, directeur central du service santé des armées, vous êtes attentif aux évolutions de la formation et l'aide que vous nous avez apportée a été déterminante dans le nouveau format de cette école. Soyez assurés de notre souci constant de répondre à vos attentes. Monsieur le maire, votre fidélité à cette leçon inaugurale est indéfectible. Soyez-en vivement remerciés. Monsieur le médecin général des armées, inspecteur général du service santé des armées, Monsieur le Président de l'Académie de médecine, Messieurs les membres des Académies de médecine, de chirurgie et de pharmacie, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les professeurs, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir le professeur Jean-Paul Boutin, titulaire de la chaire d'épidémiologie et de prévention appliquée aux armées, qui va prononcer dans quelques instants la première leçon de l'année. Elle portera sur la surveillance sanitaire du combattant. Le titre de cette leçon, la chaire dans laquelle s'inscrit ce cours, votre professeur, n'ont pas été choisis au hasard, et ce, pour 3 raisons. La première raison est que la surveillance sanitaire est plus que jamais une priorité de santé publique à une époque où nos dirigeants doivent tout prévoir, même l'impossible. Et que les maladies infectieuses sont aussi en perpétuel renouveau. En effet, les maladies émergentes et réémergentes, le risque bioterroriste, le risque infectieux auquel nos militaires sont soumis en opération, sont là pour nous rappeler que nous sommes en compétition aveugle avec un monde microbien que nous devons analyser, surveiller, comprendre pour mieux nous en prémunir. L'une des meilleures illustrations de cette lutte que nous devons mener est celle de la Reine Rouge, en référence au livre de Lewis Carroll, où son héroïne Alice s'adresse à la Reine Rouge en ces termes : « Reine Rouge, c'est étrange, nous courons vite et le paysage autour de nous ne change pas. » La Reine lui répondit : « Nous courons pour rester à la même place. » L'homme est dans la même situation face aux maladies transmissibles. Pour gagner sa course contre les agents pathogènes, il doit s'appuyer d'abord sur l'épidémiologie. À l'inverse de la clinique médicale, qui ne concerne que les individus, cette discipline s'adresse à la collectivité. Ses objectifs sont de surveiller l'état de santé des populations, de rechercher les causes des affections, de conduire des programmes de santé publique dont on mesurera l'efficacité en termes de morbidité et de mortalité. Pour réussir dans toutes ces actions, il faut recueillir des informations, les interpréter, les analyser. Il faut surtout faire appel à des professionnels de formation diverses, des praticiens, des vétérinaires, des biologistes hospitaliers, des médecins du travail, des ingénieurs sanitaires, des mathématiciens et bien d'autres. Vous l'aurez compris, l'épidémiologie est une spécialité horizontale dont nos états-majors ne peuvent se passer. Ils l'ont d'ailleurs très tôt pressenti en demandant au service de santé des armées de lui fournir une veille sanitaire en temps réel pour détecter très tôt tout événement susceptible d'obérer notre situation opérationnelle. L'épidémiologie est sur ce plan un complément indispensable du renseignement militaire. La deuxième raison tient à l'actualité de cette décennie. Le SRAS, la grippe aviaire, les épis de paludisme et de chikungunya, le risque biologique agressif nous ont montré toute l'importance de l'épidémiologie dans la détection et la prise en charge de ces menaces. Cette spécialité, qui a été depuis le début un axe fort de l'enseignement de cette maison et au Pharo, a été très sollicitée au cours des dernières années. À ce titre, elle méritait d'être honorée dans cet amphithéâtre.
Je rappellerai que cette chaire d'enseignement a, depuis la création de l'école en 1850, changé plusieurs fois d'appellation. Maladies et épidémies aux armées, épidémiologie et prophylaxie générale appliquées aux armées, médecine des collectivités, épidémiologie et prévention appliquées aux armées, pour ne citer que quelques-unes d'entre elles. Toutes ces dénominations traduisaient les préoccupations de cette chaire, tournées depuis le début vers la prévention des maladies infectieuses et les actions de santé publique au profit de la collectivité militaire. De nombreux illustres titulaires ont jalonné son histoire. Les premiers ont été témoins et acteurs de l'ère pastorienne. Ils ont été, pour certains d'entre eux, les précurseurs de l'épidémiologie moderne. Le premier d'entre eux, Louis Laveran, se distinguera par ses visions sur la prophylaxie des maladies infectieuses, mais aussi par ses travaux sur l'influence de l'environnement dans l'éclosion des épidémies. Sa pensée et son sens aigu de l'observation ont sans aucun doute largement influencé son fils dans la découverte de l'hématozoaire. On doit à Louis Vaillard l'essentiel de nos connaissances sur le tétanos et la sérothérapie spécifique. Plus tard, c'est un autre épidémiologiste, Hyacinthe Vincent, qui, pendant la Première Guerre mondiale, rendit obligatoire la vaccination antityphoïdique dans nos armées, lui évitant ainsi un désastre sanitaire. Plus tard, Joffre et Foch diront de Hyacinthe Vincent qu'il avait été un des grands artisans de la victoire. Je rappellerai aussi que Charles Dopter fut le premier à proposer des challenges vaccinaux répétés et les vaccins associés dont nous nous servons aujourd'hui. Dans une période plus récente, je voudrais souligner l'apport de quelques-uns. Charles Laverdan, qui a eu un parcours éclectique au Sahara, à l'Institut Pasteur de Paris, à l'hôpital Maillot d'Alger, puis au Val-de-Grâce. Il élargira le champ de la chaire aux affections non transmissibles et à la pathologie tropicale. Dans ce domaine, on lui doit des travaux sur les bilharzioses hépatiques et les hépatites virales qui ont été déterminants dans l'approche pathogénique de ces maladies. Et surtout, il a mis en œuvre des mesures préventives qu'il a conduites auprès de nos forces au Tchad et au Liban. Henri-Michel Antoine lui succède à la chaire en 1972. Il poursuit l'action de son prédécesseur, conduit de nombreux travaux sur les salmonelloses, les méningites cérébrospinales et les toxi-infections alimentaires. Daniel Gauthier, endocrinologue de renom, pastorien comme eux, initiera de grandes enquêtes sur les troubles métaboliques du sujet jeune, les impubérismes et les facteurs de risque cardiovasculaires dans les armées. Son successeur, Michel Méran, a été, avant d'occuper les plus grandes fonctions du service, un épidémiologiste du terrain, œuvrant en haute-volta dans la lutte contre les grandes endémies tropicales et dans la mise en place des programmes élargis de vaccination. Yves Buisson, expert reconnu sur les vaccinations et le risque biologique agressif, a mené pour sa part de nombreux travaux qui font référence dans le domaine des hépatites virales A et E. Dans ce parcours historique, je ne saurais occulter l'apport de grands épidémiologistes, enseignants et hommes de terrain qui ont profondément marqué la lutte contre les grandes endémies. Légré dans la fièvre jaune, Jameau dans la trypanosomiase, Lapessoni dans la méningite cérébrospinale, Richer, Labusquière pour la lèpre et bien d'autres. Ces médecins étaient des humanistes. Issus de l'école du Pharaon, ils ont profondément marqué leur temps et leurs actions au profit des populations du Sud sont restées pour certaines à la postérité. Ils ont été les précurseurs de la chaire d'épidémiologie et de santé publique tropicale du Pharaon, dont Claude Gattef fut en 1986 le premier titulaire. Ce praticien pragmatique, enthousiaste, catalyseur d'énergie, apportera à l'épidémiologie militaire une vision novatrice tirée de son parcours au CDC d'Atlanta. Son approche est globale, maîtrise des moyens, logistique irréprochable, action planifiée, évaluée, supervisée. Homme d'exception, parti trop tôt, il fut le premier à introduire le concept de médecine de collectivité. Jérôme Guélin lui succède en 1989. Il est anatomopathologiste, pastorien, mais aussi passionné de pédagogie. Il mettra tout son talent à l'enseignement de la santé publique en France et en Afrique. Cette période est celle de l'extension de la résistance à la chloroquine qui le conduira à mettre en œuvre le premier programme de lutte contre le paludisme dans les armées.
Il cède sa chaire à Dominique Baudon en 1992. Le nouveau titulaire est biologiste de formation. Il avait servi en Haute-Volta au centre Muraz, où il découvrit le paludisme et la fièvre jaune. Il poursuivra les travaux de son prédécesseur, Michel Méran, sur les faciès épidémiologiques du paludisme, dont on se sert aujourd'hui dans les choix de chimioprophylaxie à l'échelon national. Mais c'est aussi le premier médecin militaire qui a reçu le prix Mohamed El-Fassi, décerné par l'Agence universitaire de la francophonie. Mesdames et messieurs, vous avez remarqué dans l'historique de cette chaire que les grands noms de l'épidémiologie ont été pour la plupart des cliniciens, biologistes pastoriens, mais aussi des hommes de terrain. C'est cette polyvalence qui a permis le succès des équipes d'hygiène mobile dans la lutte contre les grandes endémies tropicales. C'est grâce à eux et à des hommes comme Eugène Jameau que le Pharo a été la première école de santé publique tropicale. La troisième raison tient aux qualités de votre professeur. Vous entendrez dans quelques instants son parcours, qui, vous le verrez, sera sobre et bref. Une enfance en Algérie, la rencontre de grands anciens qui l'ont fait rêver, ont sans aucun doute influencé ses choix futurs. Vous comprendrez ainsi pourquoi, à l'issue de son stage dans cette école, il choisira de servir dans les troupes de marine. Il voulait être médecin, préparer l'assistant de médecine pour être dermatologue. Sa première affectation en Côte d'Ivoire répond à ses attentes. L'Afrique qu'il découvre et qu'il aime immédiatement lui permet d'être médecin de brousse. Mais il est aussi confronté aux grandes endémies dont on lui avait tant parlé lors de son passage au Pharo. D'ailleurs, peu de temps après son arrivée à Abengourou, il démontre tout son savoir-faire lors de 2 épidémies de bilharziose et de charbon humain. Son retour en France est marqué par une désillusion. La réforme des études médicales et de l'assistanat des hôpitaux lui ferme la porte de la dermatologie. C'est à ce moment qu'il rencontre Claude Gattef. Le nouveau titulaire de la chaire de santé publique tropicale ne le laisse pas indifférent. Passionné dans les enseignements, exigeant avec les autres comme il est avec lui-même, il influencera fortement la personnalité et le choix du futur assistant de médecine des collectivités. Jean-Paul Boutin sera comme son maître, rigoureux, passionné, parfois provocateur. Ses élèves sont nombreux, la liste de ses projets de recherche en santé publique est longue. Je vous en rappelle quelques-uns. L'antigène australien en Polynésie, les épidémies de choléra à Goma et au Pérou, la méningite cérébrospinale en Guinée, la rougeole en Albanie, la fièvre crime au Congo au Kosovo, la dengue en Polynésie et en Guyane, la surveillance épidémiologique en temps réel dans les armées de l'OTAN et plus récemment l'épidémie de chikungunya à La Réunion. La carrière de votre professeur a été depuis le début axée sur le collectif et la prévention de nos forces. C'est un épidémiologiste connaissant le terrain, mais c'est aussi un scientifique qui a su donner à ses élèves une vision holistique de l'action de santé publique. Membre depuis 2007 du Haut Conseil de la santé publique, il est aussi un philatéliste averti, curieux, attentif à tout, méthodique dans toutes ses actions. Convaincu du bien fondé de ses analyses, il bouscule les idées comme le faisait Claude Gattef. Mais l'homme est aussi remarquablement organisé, avançant pas à pas, il sait être, au gré des circonstances, un fin négociateur. Dans quelques instants, vous mesurerez ses qualités pédagogiques. Il vous enseignera avec des mots simples les fondements de l'épidémiologie et de la surveillance sanitaire du combattant. Il vous montrera aussi que d'hier à aujourd'hui, l'épidémiologie a beaucoup évolué et qu'elle est devenue une science de base de l'action de santé publique au profit des populations. Pour vous en convaincre, il suivra le conseil que le docteur Gregg, ancien directeur de CDC d'Atlanta, donnait il y a bien longtemps à ses élèves. Si vous voulez convaincre, n'utilisez pas vos arguments, racontez des histoires. C'est par une histoire qu'il commencera son cours. Je rajouterai, pour terminer mon propos, que le professeur Jean-Paul Boutin est grand-père depuis quelques jours. Sans tarder, je lui cède la parole. Messieurs les officiers généraux, messieurs les professeurs,
chers camarades, mesdames, messieurs. Il est d'usage, en prenant la parole pour cette leçon inaugurale, de remercier ceux et celles auxquels nous devons d'être devant vous. En ce qui me concerne, ceux auxquels je dois d'être présent à cette tribune ont eu beaucoup de mérite, car ce n'était pas gagné d'avance. Je voudrais en tout premier lieu remercier mes parents, aujourd'hui disparus, pour l'éducation religieuse et républicaine qu'ils m'ont donnée, faite de foi, dans des convictions profondes, indissolublement liées à l'acceptation de l'autre dans sa différence. De mon père, je tiens la volonté, l'entêtement, la répulsion pour la plainte, mais aussi la facilité à la colère. De ma mère, je tiens le goût de la communication, de l'écoute et de l'humour. Des deux, le goût du travail. Dès l'âge de 7 ans, j'ai manifesté le désir de devenir médecin. Ils ne s'y sont jamais opposés, m'y ont toujours encouragé. Je voudrais ensuite remercier mon épouse. Sans son abnégation et son soutien, je n'aurais pu prétendre être là ce soir. Une carrière se construit par le travail, matinée par le hasard de rencontres heureuses. Le premier hasard fut, pour le lycéen que j'étais, la rencontre avec un voisin de mes parents, le médecin général-inspecteur Salvagnac. Il m'a accueilli pour me parler du métier et de sa carrière, et il a su trouver, dans celle-ci, de nombreuses anecdotes médicales qui ont excité l'imagination de l'adolescent. Mon général, vous n'avez finalement pas pu vous joindre à nous ce soir. Vous êtes le doyen d'âge des officiers généraux. Permettez-moi de vous exprimer à distance ma gratitude, en espérant que vous ne regrettez pas de m'avoir converti. Et c'est ainsi que j'intégrai l'école de l'avenue Berthelot le 2 septembre 1974. À l'époque, les études duraient 7 ans, et l'école eut la gentillesse de tenir le délai, fermant ses portes 3 semaines après ma soutenance de thèse, m'évitant ainsi d'être réquisitionné pour aider au déménagement. Pendant les 6 premières années d'études, nous eûmes la chance d'avoir un seul commandant de compagnie, en la personne de Jacques Auclair. Tous ceux qui ont côtoyé le médecin général-inspecteur Auclair au cours de sa carrière ont apprécié la qualité de ses conseils, la sagesse de son jugement et sa totale répugnance à se mettre en avant. Jacques, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous pendant ces années d'école. Et il m'est particulièrement agréable de te rendre ce soir l'hommage qui t'est dû. En arrivant au Pharo à l'automne 81, je voulais donc être dermatologue. Deuxième hasard, deuxième rencontre déterminante, le directeur de l'Institut avait décidé cette année-là de réformer l'enseignement de l'épidémiologie. Du strict apprentissage de l'histoire naturelle des maladies, il fallait, pensait-il, passer à la méthode épidémiologique. Et pour cela, il avait identifié le médecin en chef Claude Gattef, épidémiologiste de renom international, connu dans toute l'Afrique et de très nombreuses instances internationales, mais qui, au terme de 2 décennies passées hors des armées, était finalement très peu connu du service. Pour que vous compreniez bien ce que fut son arrivée au Pharo, je vous citerai quelques lignes rédigées par celui qui y fut son premier disciple, le médecin général-inspecteur Jérôme Guélin. La venue de Claude Gattef dans les structures enseignant l'épidémiologie dans le service a été un événement difficile à décrire. Bourrasque, tempête ou révolution, on ne saurait le dire. Mais sa participation aux journées d'épidémiologie de décembre 1982 a été décapante, source pour certains d'irritation, pour d'autres d'un sain renouvellement des habitudes de pensée. Le médecin-chef des services Gattef, qui arrivait ainsi au Pharo, avait une formation profondément atypique, qui, mêlée à son franc-parler et à sa rigueur, ne pouvait que détonner dans le paysage de cette école. Personne ne restait donc insensible à un tel personnage. C'est ainsi qu'après 8 mois de conversion, je choisis un poste de santé publique comme médecin-chef, c'est-à-dire tout seul, du secteur de santé rurale d'Abangourou, en Côte d'Ivoire. Prudent, j'emmenais avec moi l'encyclopédie médico-chirurgicale sur pied de notre promotion, en la personne de Jean-Marc Debonne, qui était affecté comme médecin-chef, c'est-à-dire tout seul, des services médicaux du centre hospitalier régional d'Abangourou. Jean-Marc, je ne te remercierai jamais assez de ce que tu as fait pour notre famille pendant ce séjour. Ces années ivoiriennes m'ont permis de mettre en œuvre à peu près tout ce que Claude Gattef nous avait appris, et donc l'idée de plus en plus prégnante de pouvoir persévérer dans la filière de santé publique avait pris corps. De retour au Pharo après 2 années en régiment,
il me reprit en main. Et il m'apprit, entre autres, la rigueur de la rédaction scientifique à travers la dizaine de versions du premier article qu'il me fit rédiger. Tout à fait honnêtement, il aurait eu plus vite fait de l'écrire lui-même. Mais s'il avait fait cela, je n'aurais rien appris. Parce que ça en prend du temps, un assistant. Et ils m'en ont consacré, après lui, les médecins chefs des services Jean Roux et Jean-Louis Cartel à Tahiti, puis de retour au Faro, le médecin général-inspecteur Jérôme Guélin, qui m'a fait l'honneur de sa confiance en me chargeant de cours à la faculté de médecine d'Abidjan, puis le médecin général-inspecteur Marcel Merlin, qui le premier a conçu le besoin des bases de données sur les risques sanitaires pour nos forces, dont je parlerai tout à l'heure, le médecin général-inspecteur Dominique Baudon, qui fut mon dernier chef de service au Faro, il m'avait choisi comme adjoint, il m'a préparé à l'agrégation et ses leçons de pédagogie me sont toujours utiles. Et enfin, donc, le médecin général-inspecteur Yves Buisson, biologiste, passionné par l'épidémiologie des maladies à transmission orofécale et qui sut m'en faire découvrir l'infinie variété. Ce soir, je voudrais tous les remercier respectueusement pour ce très lent façonnage et je voudrais donc honorer la mémoire de Claude Gattef, prématurément disparu. Dominique Baudon avait reçu en héritage de lui ses galons de médecin-chef des services. Et nous nous les transmettons depuis, entre titulaires de la chaire. Ce soir, je porte ces galons sur ma chemise. Il est parmi nous. J'espère qu'à mon tour, puisqu'on m'a confié cette richesse vitale pour le service de santé que sont les assistants et dorénavant les internes, j'espère avoir été digne de mes maîtres. J'espère qu'aucun assistant n'a quitté mon service avec le sentiment d'avoir mal appris, peu appris, ou pire, désappris. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'ils ont tous compris l'intérêt essentiel de la surveillance épidémiologique et de la veille sanitaire pour nos armées, intérêt dont je vais maintenant essayer de vous convaincre, mesdames et messieurs, les internes des hôpitaux des armées. Je commencerai par une histoire édifiante. En ce début d'après-midi, le médecin-chef de la base navale appelle l'épidémiologiste pour lui signaler qu'il vient de voir en consultation coup sur coup 3 marins d'un même aviso qui ont dû quitter la table avant la fin du déjeuner car ils présentaient un malaise général, un flush du visage et une diarrhée. Les signes sont survenus si brutalement que l'un d'entre eux n'a finalement consommé que l'espadon fumé qui était servi en entrée. Pourquoi cette alerte ? Bien parce que ce médecin suspecte une toxi-infection alimentaire collective et il sait que l'épidémiologiste est à son service pour le conseiller et l'aider dans l'investigation qu'il va maintenant falloir conduire pour comprendre et prévenir. Car l'alerte d'un médecin d'unité exige l'action. Elle génère d'abord une réflexion multidisciplinaire pour envisager tous les scénarios possibles, et puis elle va se poursuivre par une enquête rigoureuse au sein de la collectivité, et là, par la force des choses, l'enquête sera toujours rétrospective. Au terme de l'enquête, 20 marins s'étaient fait connaître comme malades, c'est-à-dire que ce jour-là, sur ce petit aviso, le quart du bord n'était plus opérationnel. Mais c'est surtout la consommation d'espadons fumés, servis en entrée le midi, qui avait généré un risque évalué à 7 fois plus de risque de maladie pour ceux qui l'avaient consommé. Or, cet espadon surgelé survenait d'un lot de 30 kilos, inutilisé jusque-là, acheté auprès du commissariat lors de la précédente escale à Dakar. Le vétérinaire militaire en poste à Dakar a pu être sollicité, il a enquêté chez le fournisseur, et là il a découvert qu'une semaine avant que ce lot d'espadons ne soit livré, les entrepôts du fournisseur avaient subi une coupure d'électricité de 48 heures, à l'issue duquel la moitié du stock, manifestement impropre à la consommation, avait été détruit, et l'autre moitié, subrepticement recongelée, avait donc été distribuée en particulier au commissariat. À l'hôpital Clermont-Tonnerre, le laboratoire de biologie a alors développé une technique de dosage de l'histamine en chromatographie qui a permis de trouver une teneur en histamine du poisson variant, selon les échantillons, de 10 à 23 fois la norme européenne. Les conséquences de cette petite aventure d'épidémiologie maritime furent importantes. L'alerte faite par ce médecin, motivé par la surveillance, a permis de mettre en œuvre donc des actions de prévention. D'une part, le lot d'espadons fumés encore présent à bord a été détruit. Il y a eu dénonciation du marché entre le commissariat de la marine et le fournisseur. Les capacités de diagnostic de notre hôpital ont été améliorées et une diffusion sous forme de publication scientifique de cette information a permis de rappeler l'intérêt
de cette étiologie qui était à l'époque assez peu connue en France. L'action de santé publique est en effet le maître mot qui justifie toute stratégie de surveillance dans les armées comme ailleurs. Parce que la surveillance épidémiologique n'est pas une exclusivité militaire. Elle prend ses racines au XVIIIe siècle en France, en Europe, pour y revenir dans la seconde moitié du XXe siècle. Et permettez-moi de vous présenter brièvement 3 précurseurs dont les visages qui sont en couverture de votre livret vous seront désormais familiers. Félix Vic d'Azir, qui est représenté sur la gravure au centre de votre illustration, est né en 1748, c'est un anatomiste universellement reconnu pour ses travaux d'anatomie comparée. En 1774, une épizootie atteint le cheptel bovin dans la province de Bayonne. Vic d'Azir est désigné pour la mission, devant identifier la maladie et proposer des mesures, en l'absence de connaissances, bien sûr, sur l'étiologie de la maladie. Et pour contrer son extension possible aux provinces voisines, il est à l'origine d'une mesure d'abattage systématique des bêtes malades et aussi des bêtes exposées aux bêtes malades, ce qui suscita la colère des éleveurs, malgré l'indemnisation qu'on décida de leur accorder. Ironie de l'histoire, 2 siècles après, nous venons de vivre les mêmes conséquences de la même mesure à l'occasion de l'émergence de l'encéphalite spongiforme bovine ou maladie de la vache folle. Mais surtout, Vic d'Azir prit conscience que les maladies suivent des cours différents selon les circonstances et les régions, et donc de l'intérêt qu'il y a à étudier les maladies là où elles apparaissent et quand elles s'y développent. Vous voyez apparaître ici pour la première fois 2 principes fondamentaux de l'analyse en épidémiologie, décrits pour la première fois en France, le temps et le lieu. Vic d'Azir obtint alors du roi la création en 1776 de la Commission royale des épidémies et des épizooties, qui se réunissait déjà le mardi à Paris, car c'est en effet une des sociétés à l'origine de notre Académie nationale de médecine. Vic d'Azir voulait par ce moyen encourager, je cite, « une correspondance suivie entre tous les médecins des provinces et ceux de la capitale, qui, en transmettant les observations relatives aux maladies de chaque canton, mettent sous les yeux des ministres le tableau des règlements utiles pour faire cette espèce de bien et empêcher cette espèce de mal. » C'est ainsi qu'il correspondit avec 150 médecins qui lui donnaient régulièrement des informations sur la nature et l'étendue des maladies observées. Ce fut en fait le premier réseau de ce que l'on appelle aujourd'hui des médecins sentinelles. Ce fut aussi la première étude de morbidité à l'échelle du pays. L'entreprise ne survécut pas à la mort de son géniteur en pleine Révolution en 1794, mais elle montrait l'intérêt, pour les acteurs périphériques, de faire remonter l'ensemble des données d'une statistique sanitaire pour faire progresser les connaissances et prévenir les fléaux épidémiques. Déjà, les fondements d'une stratégie de surveillance basée sur le recueil en continu des données, consultation après consultation, étaient présents. Mais Vic d'Azir arrivait trop tôt et il ne disposait en particulier pas de l'outil mathématique. Pierre-Charles-Alexandre Louis fut, au XIXe siècle, un très grand clinicien, ici, à l'hôpital de la Charité à Paris. Il était en désaccord avec les théories de Broussais sur l'inflammation. Aussi, ayant suivi les enseignements de Laplace à l'Académie des sciences, sur la théorie des probabilités, il fut le premier à appliquer la méthode numérique pour la résolution d'un problème thérapeutique. En l'occurrence, il s'agissait de démontrer l'absence d'intérêt de la saignée dans le traitement de la pneumonie. Ces travaux, publiés en 1835, constituent la genèse mondialement reconnue de l'épidémiologie clinique comparative. À l'époque, de très nombreux jeunes praticiens anglo-saxons venaient parfaire leur formation médicale en France. Et son influence auprès de ces derniers fut absolument immense en comparaison du peu d'intérêt suscité en France. William Farr, il est sur la photo de droite de votre illustration. Il était justement l'un de ses élèves de Louis. Cet Anglais, venu étudier à Paris avant de s'en retourner à Londres. Et en 1838, à la création du General Register Office d'Angleterre et du Pays de Galles, il fut chargé de compiler les statistiques de mortalité. Il y fera d'ailleurs toute sa carrière comme superintendant du département des statistiques. Sa première grande œuvre fut d'imposer
le besoin d'une nosologie commune partagée par tous les médecins afin de pouvoir comparer des diagnostics et des causes de décès qui soient comparables. C'est en fait l'ancêtre de nos critères de définition des cas. Sa classification en causes épidémiques, sporadiques ou externes des morbidités est à l'origine de la classification internationale des maladies. Son deuxième grand apport fut d'imposer le recueil du dénominateur. Sans dénominateur, c'est-à-dire sans effectif auquel rapporter le nombre de cas observés, sans dénominateur, il n'y a que des statistiques sanitaires, comme du temps de Vic d'Azir. Avec un dénominateur, on calcule des taux, on compare, on conclut, on peut agir. Et William Farr agit. Il compare les taux de mortalité entre les années et entre les régions. Mieux, il va introduire le troisième principe de base de l'épidémiologie comparative, après le temps et le lieu, les groupes de personnes. C'est ainsi qu'en comparant les taux de mortalité infantile, il introduisit le concept de mortalité évitable, évitable selon lui grâce au progrès social et au développement de l'hygiène collective. Mais c'est pendant les 3 épidémies londoniennes de choléra entre 1848 et 1857 que son travail incarne l'apport de la surveillance au contrôle des maladies. L'histoire a retenu le nom de John Snow, son élève. À la fin de 1854, on est sur la 2e épidémie de choléra, John Snow a montré le rôle de la fontaine publique de Broad Street dans l'épidémie du sud de Londres. Et en préconisant la fermeture de la fontaine, ils obtinrent l'arrêt de l'épidémie dans le quartier que celle-ci desservait. Mais c'est oublier que John Snow utilisait les données collectées par William Farr et probablement les conseils éclairés de celui qui, 6 ans auparavant, dès l'émergence de 1848, avait eu l'idée de publier un tableau hebdomadaire des causes de décès attribués au choléra, répartis non pas par quartier, mais justement par réseau d'adduction d'eau. Et il apparaissait déjà que les taux de mortalité étaient plus élevés dans les quartiers dont l'approvisionnement en eau était le plus pollué par la Tamise. Et à cette occasion, il avait interpellé les autorités ainsi que les sociétés concessionnaires afin d'obtenir l'accélération des investissements en cours. Ainsi, William Farr a su concentrer ses efforts sur la mise en place d'une stratégie de collecte des données pertinentes, leur fusion, leur analyse et la diffusion des résultats. En ce milieu du XIXe siècle, nos armées européennes auraient bien mérité de profiter de la méthode du docteur Farr. Les maladies infectieuses étaient, vous le savez, un fléau pour nos armées. D'ailleurs, de nombreux exemples vous ont déjà été apportés par mes confrères enseignants. C'est pourquoi, comme je vous ai parlé du choléra en 1854 à Londres, je voudrais attirer votre attention de jeunes officiers sur le glorieux étendard du 1er régiment d'infanterie de marine qui est reproduit sur votre livret. La première des 15 inscriptions que vous pouvez lire brodées sur le blanc est « Bomarsund 1854 ». Il figure d'ailleurs à la même place sur l'étendard du 2e de marine. Les visées de la Russie sur Constantinople et les détroits conduisirent en 1854 à la guerre. Les opérations principales eurent lieu en mer Noire, c'est la guerre de Crimée. Une diversion avait été décidée. L'opération en mer Baltique devait forcer l'ennemi, d'une part, à diviser ses forces, et de plus à faire peser une menace au cœur même de son empire, puisque sa capitale était à l'époque Saint-Pétersbourg. Cette campagne se déroula sur l'île d'Åland et elle aboutit à la destruction de la forteresse russe de Bomarsund. Les troupes débarquèrent sur l'île le 8 août. Les reconnaissances commencèrent sous le feu de l'ennemi le 9. Le 14, le bombardement débutait. Et pour empêcher toute tentative de dégagement de la garnison par l'arrière, le lieutenant-colonel de Vassoigne, commandant le 1er régiment de marine, prit l'île de Presto. Cette action audacieuse enleva à la garnison sa dernière chance de salut. La forteresse de Bomarsund capitulait le 16 août. Un rude coup était ainsi porté à la Russie en Baltique, et ceci au prix de pertes considérées pour l'époque comme modérées, s'élevant à 85 tués et blessés, et le rapatriement des troupes commençait. Oui, mais si les pertes au feu ont été minimes, les rangs de certaines de nos unités ont été décimés par le choléra, lequel fit plus de 700 victimes.
soit 8 fois plus à lui tout seul que les 8 jours de la bataille. En Crimée, la situation était absolument catastrophique. Le choléra et le typhus y faisaient, dans la seule armée anglaise, 18 fois plus de victimes que le feu. Ainsi donc, l'année même où John Snow et William Farr utilisaient très efficacement des données de surveillance sanitaire pour identifier le facteur de propagation du choléra dans Londres et proposer une action basée sur un approvisionnement en eau salubre, dans le même temps donc, des troupes franco-britanniques périssaient aux deux bouts de l'Europe, faute de comprendre l'origine de leur malheur. Quelque temps plus tard, Louis Laveran, le père du prix Nobel, lui-même professeur au Val-de-Grâce, premier titulaire de la chaire de maladies et d'épidémies des armées, Louis Laveran consacra 6 pages dans les Annales d'hygiène publique à la description du choléra dans les armées. La description, pas l'explication. Car il ne disposait, hélas, d'aucune donnée de surveillance qui lui aurait permis de comparer. Et il dut se contenter de supposer que le choléra se présente dans les armées avec une intensité qui ne s'explique que par la communauté de vie. Le siècle qui suivit fut à jamais marqué par la révolution pastorienne. C'est alors que Robert Koch décrivit le vibrion cholérique pendant la cinquième pandémie qui balaya Paris et la France, pandémie au cours de laquelle fut créée la médaille des épidémies en 1885 et dont notre médaille d'honneur du service de santé des armées est l'héritière. Les progrès fulgurants des connaissances, de l'hygiène, de la thérapeutique firent espérer la fin prochaine des maladies infectieuses. Il n'y avait nul besoin de calculer ni de comparer les postulats de Robert Koch, énoncés à l'origine pour les maladies bactériennes, devaient tout expliquer. Dans ce contexte, la surveillance des maladies n'eut en France aucune chance de se développer. Il fallut attendre les années 50 pour que Alexandre Langmuir, sur la photo de gauche de votre livret, développe le paradigme de la surveillance moderne des maladies telle qu'elle est pratiquée aux États-Unis, en France et dans nos armées. Langmuir fut à l'origine du bureau des enquêtes du célèbre Epidemic Intelligence Service, créé en 1951 au début de la guerre de Corée. Créé pour être un système de réponse rapide aux alertes biologiques que pouvait générer la guerre froide. Langmuir était un fervent partisan de l'épidémiologie de terrain, celle qui se préoccupe des collectivités et des lieux où les éclosions épidémiques se produisent. C'est aussi celle qui a absolument besoin de maîtriser l'outil statistique et de disposer de données de référence. Parce que, en effet, sur quels critères décide-t-on généralement qu'une épidémie a débuté ? Eh bien, sur la constatation statistiquement avérée que le nombre de cas observés ici et maintenant est supérieur au nombre de cas attendus. Pour estimer justement le nombre de cas attendus, il faut, dans l'idéal, disposer au préalable d'un système de surveillance. C'est ainsi qu'en pleine guerre froide, pour répondre à l'objectif qui était de dépister au plus vite et de contrôler toute éclosion épidémique agressive, Alexandre Langmuir allait conceptualiser la surveillance épidémiologique. Souvenez-vous que dans les années 1950, des épidémies de poliomyélite se sont douloureusement succédé en Amérique du Nord et en Europe. Elles allaient permettre à Langmuir d'imposer la surveillance. Le 12 avril 1955, on pouvait lire à la une des journaux des États-Unis « Le vaccin Salk fonctionne », faisant par là référence aux résultats du premier essai clinique du vaccin de Jonas Salk. Les fabricants américains venaient de lancer en toute hâte des productions massives de vaccins pour répondre à la commande de 9 millions de doses émanant des autorités. 2 semaines plus tard, le 25 avril, l'euphorie tourna au drame. On venait en effet de découvrir les premiers cas de poliomyélite dus au vaccin. Le 8 mai, le programme de vaccination était arrêté. Au cœur de la crise, Langmuir mit en place un système de recueil et de déclaration quotidienne des cas vers Atlanta. L'analyse des données y était faite immédiatement tous les soirs, les résultats diffusés en retour vers les différents États. Ces résultats d'analyse permettaient d'orienter les enquêtes de terrain qui bientôt identifièrent une fabrication de 2 lots de vaccins virals tués qui avaient été contaminés par du poliovirus vivant.
Ce fut la cause immédiate de 79 cas primaires chez les enfants vaccinés et de 126 cas secondaires dans l'entourage des vaccinés. Cet emploi quasi extemporané de données très pertinentes fut donc à la base des systèmes actuels. L'histoire de la vaccinologie a retenu cette affaire sous le nom d'accident Cutter, du nom de l'entreprise mise en cause. Finalement, l'innocuité du vaccin fabriqué et utilisé au Canada a permis la reprise du programme. Les vaccins ont été commercialisés en France en 1962, rendus obligatoires en 1964 et introduits dans le calendrier vaccinal militaire en 1965. En 1957, 2 ans plus tard, la pandémie de grippe asiatique a mené les autorités américaines à demander à Langmuir un système analogue à celui qu'il avait si brillamment mis au point pour la polio. Et cette fois, il met au point une collecte hebdomadaire, et non plus quotidienne, des certificats de décès en provenance de 108 grandes cités américaines. Très tôt dans la saison, il commence à analyser la mortalité directe par la grippe et la mortalité indirecte par pneumonie. Il diffuse les résultats de façon, là aussi, hebdomadaire, au moyen de graphiques d'une lecture aisée. Ceci permet d'informer utilement les décideurs de l'évolution de l'épidémie, du dépassement des seuils épidémiques et de l'existence de quelques groupes à risque qui sont alors ciblés pour une action spécifique de vaccination. Collecter des données, les analyser, diffuser les résultats pour agir, tout est là. Toute la doctrine d'Alexandre Langmuir se résume dans cette phrase qu'il allait reprendre dans son article Princeps de 1963. Ces principes, nous avons commencé à les appliquer dans nos armées à la fin des années 1970 avec le système baptisé Recueil et exploitation des données épidémiologiques dans les armées, plus connu sous son acronyme de REDEA, dont se souviennent vos anciens. Ce système prévoyait l'alerte, le rapport hebdomadaire des nouveaux cas de quelques maladies d'intérêt, mais aussi, pour son malheur, le recueil exhaustif des cas hospitalisés admis à l'infirmerie et exemptés de service. Cette dernière procédure, lourde, jamais suivie de diffusion de résultats analysés, donc utile pour l'action, devait engendrer un profond désintérêt. Et finalement, une refonte majeure fut initiée en 1994 sous l'impulsion du médecin général inspecteur Bladé. Fort de l'expérience acquise, notre surveillance a conservé depuis cette date la procédure d'alerte, le message hebdomadaire, mais elle ne vise plus à l'exhaustivité. La stratégie se veut désormais sélective, c'est-à-dire qu'un nombre restreint d'événements de santé, en pratique une 60aine, est surveillé. Cette liste est remise en question chaque année par un comité de suivi qui propose à la direction centrale des ajouts ou des suppressions en fonction des priorités des armées et du ministère de la Santé. La lecture de cette liste d'événements et son évolution dans le temps vous montre les priorités du service de santé, mais aussi sa capacité d'anticipation face à l'évolution des risques et des menaces. Et je prendrai 2 exemples pour illustrer cette qualité de priorisation et d'anticipation. Le ministère de la Santé demande en métropole la déclaration obligatoire des seuls cas de paludisme autochtone. Autrement dit, presque rien, à côté des 5 à 7 000 cas importés chaque année dans notre pays. Les armées ne peuvent pas se satisfaire d'une telle surveillance alors qu'elles déploient 35 000 soldats, aviateurs et marins chaque année dans les zones les plus gravement impaludées de la planète. C'est pourquoi, depuis 20 ans, les médecins militaires déclarent tous les cas de paludisme dont ils ont connaissance chez des militaires, que ce soit en métropole, en outre-mer ou à l'étranger. C'est notre priorité. Elle est différente du milieu civil. C'est ainsi que nous avons une connaissance quasi parfaite d'une maladie qui, avec en moyenne ces dernières années 500 cas par an, affecte plus nos armées françaises que toutes les autres armées de l'OTAN réunies. En 20 ans, cette surveillance a permis de détecter plusieurs épidémies. La dernière d'entre elles est survenue en et au retour de Guyane à l'été 2007. Une compagnie de marsouins, qui avait déjà déploré 6 cas de paludisme dans le dernier mois de séjour en Guyane, a subi 11 accès palus à Plasmodium vivax après son retour en métropole. Tout à l'heure, je reviendrai sur cette épidémie. Mais si nous n'avions déclaré
que les cas autochtones, aucun de ces 11 cas survenus au retour n'aurait été porté à la connaissance des responsables du service de santé, aucune enquête aurait été entreprise. Le deuxième exemple est relatif à notre capacité d'anticipation. Lorsqu'un médecin militaire est confronté à une suspicion de tuberculose pulmonaire, il n'attend pas la confirmation du diagnostic pour mettre en œuvre la procédure d'alerte. Par le moyen le plus rapide à sa disposition, il alerte sa direction régionale et son département d'épidémiologie de rattachement afin d'envisager les modalités de réalisation d'une enquête d'investigation autour du cas. Ultérieurement, lorsque le diagnostic aura été définitivement établi et le patient mis sous traitement, ultérieurement, le médecin remplira une fiche décrivant le patient, le contexte épidémiologique et les modalités de la prise en charge. En d'autres termes, la surveillance de ce même patient aura pu faire l'objet d'abord d'une alerte ou signalement succinct, puis ultérieurement d'une notification détaillée. Et j'emploie ici à dessein les termes de signalement et de notification, parce que ce sont ceux qu'a adopté l'Institut de veille sanitaire en 2003 pour la procédure de déclaration obligatoire en France, en adoptant ainsi une procédure en 2 temps qui favorise la rapidité de la mise en action. L'Institut de veille sanitaire choisissait bien une stratégie pragmatique qui, reconnaissons-le, rappelle beaucoup celle existante dans les armées depuis 15 ans. Ainsi, le service avait anticipé de 10 ans, ce qui est dorénavant la règle dans tout le pays. Mais pour atteindre ces objectifs, la surveillance sanitaire dans les armées est constituée d'un socle et d'un réseau. Le socle, ce sont les médecins d'unité et hospitaliers. Oui, mesdames et messieurs les internes, c'est vous qui demain serez le socle de la surveillance, sans lequel rien n'est possible. C'est vous les cliniciens qui, prenant en charge les patients militaires, pouvez alimenter le réseau de surveillance, que ce soit à la consultation, où vous faites un diagnostic, ou même en expertise, quand vous recevez un militaire en visite d'aptitude. Parce qu'à cette occasion, vous apprendrez des diagnostics qui ont été portés en ville et jusque-là ignorés de vous. C'est vous encore, en découvrant des prises de risques, qui vous décideront à vous lancer dans tel ou tel dépistage. Si vous omettez, involontairement, bien sûr, de déclarer un cas, personne ne le fera à votre place. Et la validité des analyses faites ensuite perdra un peu de sa valeur. Car le réseau dont vous êtes la première pierre n'est rien sans vous, sans votre assiduité, sans votre motivation pour participer à cette œuvre collective. Le réseau, il vous permet d'être informé de la situation sanitaire de la force dans laquelle vous évoluez. Par exemple, si je reviens à l'épidémie de paludisme survenue l'an passé au retour de Guyane, l'enquête a mis en évidence que les marsouins qui avaient fait le stage d'aguerrissement à la vie en forêt équatoriale, eh bien ces marsouins-là, qui avaient fait ce stage avant de partir en mission de lutte contre l'orpaillage clandestin, étaient formés, étaient sensibilisés, et ils ont fait significativement moins d'accès palustre que les autres pendant la dite mission. Le fait pour vous de connaître ce facteur maintenant protecteur, et pour vous et pour tous les médecins qui servent en Guyane, une opportunité pour encourager la participation à ce stage et pour y intervenir comme formateur afin d'y lutter contre les fausses croyances qui circulent dans la troupe. Faire partie de ce réseau est donc pour tous un moyen d'améliorer sa performance préventive. Le réseau, ce sont ensuite les départements d'épidémiologie et de santé publique à Paris et à Marseille qui collectent vos données pour les analyser, produire des tableaux de bord, des synthèses, diligenter des enquêtes explicatives, faire des propositions qui sont diffusées chaque semaine sous la forme d'un bulletin de rétro-information épidémiologique envoyé à plusieurs centaines de correspondants. Un avantage de cet échelon intermédiaire est de jouer sur un effet d'échelle. En effet, il est assez difficile, à un médecin d'unité, de distinguer une lente modification de tendance, que seule la réunion de données provenant d'un grand nombre d'unités peut permettre.
Et c'est l'une des valeurs ajoutées des départements d'épidémiologie. Un exemple très récent en est fourni par l'émergence de la coqueluche dans les armées. Au cours des 3 dernières années, cette maladie est apparue à 10 reprises dans les forces, sur le porte-avions, sur le théâtre afghan, dans 3 lycées militaires, dans les forces en métropole, jusque dans les services du cabinet du ministre de la Défense. À chaque fois, quelques cas seulement. C'est la collecte et l'analyse de l'ensemble de ces phénomènes épars qui a permis de prendre conscience que nous assistions à une émergence dans les armées. Et c'est cette analyse qui a amené les départements d'épidémiologie à alerter les médecins d'unité sur les modalités d'un diagnostic étiologique qui reste difficile. Et finalement, la direction centrale a décidé en 2008 d'intégrer un rappel de vaccination en début de carrière. Le réseau, ce sont encore vos directions régionales, vos chefs de santé en opération, et bien évidemment la direction centrale, qui utilisent les données diffusées par les départements d'épidémiologie pour connaître la situation sanitaire des forces et alerter chacun à son niveau le commandement pour proposer des actions de prévention et de correction. Ainsi, fermement appuyé sur le socle constitué par ces cliniciens, en unité et à l'hôpital, organisé dans un réseau vivant et évolutif, notre surveillance épidémiologique obtient depuis près de 15 ans des résultats utiles, encourageants, voire exemplaires, et qui font référence au sein de l'Alliance atlantique. Je vais illustrer de quelques exemples les 4 objectifs de la surveillance. Le premier objectif de tout système de surveillance est l'alerte, c'est-à-dire pouvoir identifier au plus tôt l'apparition d'une situation qui exige de prendre des contre-mesures rapides. Ce type de situation correspond en fait le plus souvent à une épidémie débutante. À Djibouti, le climat est sec, aride. La saison des pluies se limite à quelques semaines en octobre-novembre. Bien qu'elles soient brèves, ces pluies peuvent avoir de très graves conséquences, parce que l'assainissement de la ville est insuffisant, les précipitations génèrent des inondations et du coup une pollution fécale importante de l'approvisionnement en eau. Cette année-là, la collecte des données de cas de diarrhée déclarés dans les unités des forces françaises montrait dès la première semaine de novembre un dépassement massif du seuil épidémique des diarrhées, 8 fois plus nombreuse que la semaine précédente. Après un appel aux médecins d'unité, il est apparu qu'aucun diagnostic étiologique n'était porté. La direction centrale a donc décidé l'envoi en urgence d'une mission d'investigation et avec l'aide du laboratoire de biologie de l'hôpital Bouffard, des analyses de sel furent rapidement réalisées. Une épidémie de shigellose fut ainsi diagnostiquée dans les forces. L'approvisionnement en eau de nos casernements, des cités militaires et des services de restauration militaire présentait de très nombreux risques qui firent l'objet de mesures de sécurisation. Sans cette prise en compte de l'alerte générée par la surveillance, et sans l'investigation qui en a découlé bien sûr, le diagnostic étiologique aurait été encore plus retardé et la communauté militaire aurait couru avec certitude le risque létal inhérent aux shigelloses. Premier objectif, l'alerte. Deuxième objectif de la surveillance, c'est d'aider à fixer des priorités pour nos programmes de prévention. Eh bien, depuis l'émergence de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, un vaste programme de prévention du risque vénérien a été mis en œuvre en France et les armées n'ont pas été en reste. Depuis, le nombre d'infections sexuellement transmissibles, les IST, qui sont déclarées dans les armées, n'a cessé de baisser, passant en 25 ans de plus de 4000 cas par an à moins de 100 par an en moyenne ces dernières années, parmi lesquels assez peu d'infections par le VIH. Ce résultat est certes heureux, mais il pose la question de savoir si ces maladies sont toujours une priorité pour le service de santé. Or, en pratique, les IST ne sont que la traduction ultime d'un enchaînement de circonstances qui a toujours commencé par la prise d'un risque. Eh bien, depuis l'an 2000, le service de santé a décidé de compléter son dispositif de surveillance en surveillant des comportements à risque et non plus seulement des maladies et des décès. Ainsi, tout militaire qui craint de s'être exposé à une contamination sexuelle se voit proposer une prise en charge médicale, un accompagnement, voire un soutien thérapeutique.
Il est alors demandé aux médecins qui ont eu connaissance de bien vouloir déclarer les circonstances de la prise de risque. Mais je peux vous dire que l'analyse de ces expositions sexuelles à risque est absolument édifiante. On est là bien loin des quelques dizaines d'IST rapportés. Ce sont des centaines et des centaines de prises de risque qui sont déclarées chaque année, démontrant que le risque de transmission d'infections par la voie sexuelle est toujours omniprésent dans nos armées, qu'il ne faut surtout pas baisser la garde, que la lutte contre les IST reste une priorité de l'action du service de santé des armées. Alerter, choisir des priorités. Troisième objectif de la surveillance épidémiologique, évaluer les programmes de prévention en cours. Depuis l'introduction à la fin des années 70 du vaccin protégeant contre les méningocoques A et C, la vaccination a été réalisée dans les armées sur le mode réactif autour d'un cas. Mais en 1991, la situation épidémiologique a changé. Comme vous le voyez sur la courbe que j'ai reproduite sur votre livret, les cas augmentèrent encore assez peu cette année-là, mais ce sont les conséquences qui se dégradèrent considérablement. Le nombre de décès explosait littéralement en 1991, passant en moyenne d'un décès par an à 8 pour cette seule année. Chaque cas déclaré faisant l'objet d'une enquête, et comme le service de santé dispose au Faro d'un centre de référence, centre collaborateur OMS sur les méningocoques, il est apparu très rapidement qu'en fait les armées étaient victimes de la mise en circulation en France d'un clone tout particulièrement virulent, connu sous le nom barbare de C2A-P15, clone qui allait sévir les 10 années suivantes en Grande-Bretagne. Sur la proposition du consultant national pour les vaccinations de l'époque, le médecin en chef Michel Méran, la stratégie de vaccination a été modifiée dès octobre 1992. Dorénavant, tous les militaires furent et sont toujours vaccinés en urgence dès l'incorporation. Ceci afin de limiter l'acquisition du portage pharyngé des méningocoques en général et du clone létal en particulier. Cette stratégie dont vous avez bénéficié à l'incorporation, cette stratégie qui vous paraît aujourd'hui si naturelle, elle fut en fait un pari audacieux, un pari coûteux pour le service. Est-ce que ce pari était fondé ? Eh bien, la surveillance épidémiologique vous en apporte la réponse éclatante. Regardez bien la courbe que vous avez sous les yeux. Depuis 17 ans, il n'y a eu que 2 cas d'infection à méningocoque du sérogroupe C dans les armées, aucun létal. Les quelques cas qui sont rapportés depuis sont donc essentiellement dus au sérogroupe B, pour lequel nous ne disposons toujours pas de vaccin commercialisé. Ainsi, année après année, la surveillance joue bien son rôle d'évaluatrice du programme de vaccination dans les armées et elle vous aide à promouvoir ce programme auprès des personnels. Alerter, prioriser, évaluer. Le dernier objectif de la surveillance, c'est de nous aider à définir quelques axes de recherche nécessaires aux armées lorsque ceux-ci ne sont pas suffisamment développés en milieu civil. Je vais l'illustrer par une question d'actualité. Depuis 20 ans, le service de santé a adopté, adapté, promu, financé, déployé tout un ensemble de moyens pour tenter de contrôler le risque palustre dans les forces. Nouvelle chimioprophylaxie, mise en place de moustiquaires imprégnés d'insecticides, imprégnation des tenues de combat, formation continue des médecins d'unité, éducation sanitaire obligatoire avant le départ pour la troupe, création d'une unité de recherche en paludologie, création d'une unité en entomologie, création des comités de lutte anti-moustique. Tout ce qui est possible semble avoir été fait. Et pourtant, en 2006, la surveillance rapporte des épidémies dans plusieurs unités, un décès, 2 formes absolument gravissimes, se soldant par des séquelles très très lourdes. Tout cela nous interpelle. À chaque enquête, un constat revient systématiquement. L'observance de la chimioprophylaxie n'est pas bonne. Un programme de recherche a donc été maintenant lancé pour essayer de comprendre pourquoi l'adhésion des hommes n'est pas meilleure. Dans un premier temps, il a d'abord fallu décrire l'observance.
Les premiers résultats de ce programme nous enseignent que pendant la mission, en opération, l'observance est généralement acceptable. Mais deux périodes cruciales succèdent au feu de l'action. D'abord, la période de la relève, c'est-à-dire ces quelques jours qui précèdent le retour en métropole. L'ambiance n'est plus la même. La mission est pour l'essentiel terminée, la pression retombe, le souci du paludisme s'estompe et on prend moins bien sa prophylaxie. La seconde période, c'est ce mois qui suit le retour en métropole et pendant lequel il convient de poursuivre sa prévention. Mais très vite, les personnels bénéficient d'une permission qui leur permet de retrouver leur foyer. Tout à coup, le militaire n'est plus dans le cocon protecteur de son unité, il redevient un civil au milieu des civils, dans un milieu qui ignore tout du paludisme. La proportion de militaires qui s'évertuent à prendre régulièrement, jour après jour, leur gélule pendant cette période s'effondre en dessous de 50%. Pourquoi? Comment peut-on y remédier? On n'est plus là dans le domaine de l'ordre donné, mais dans celui de la persuasion, de la motivation, de la compréhension du ressort comportemental. Le programme de recherche en cours tente de défricher ce domaine des sciences du comportement appliquées à la prévention. Il est d'ailleurs en cela aidé par la volonté du chef d'état-major des armées qui, en 2007, a décidé du lancement d'un schéma directeur de lutte contre le paludisme dans les armées. C'est un signe très fort qui encourage le service de santé dans son action et qui justifie de poursuivre la surveillance du paludisme. Pour autant, il ne faut pas se satisfaire de l'existant. Une évaluation rapide de notre surveillance en montre les limites. Après le 11 septembre 2001, deux insuffisances ont été pointées du doigt et font depuis l'objet de développements importants. Dans le système que je vous ai décrit, l'alerte repose essentiellement sur la capacité des médecins d'unité à s'interroger sur la situation sanitaire de leur unité et à considérer qu'ils sont entrés dans une situation anormale justifiant qu'ils alertent. N'est-ce pas trop tard? Peut-on être plus rapide? C'est en tout cas une demande qui a été formellement exprimée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'OTAN à Prague en novembre 2002. L'une des initiatives prises alors stipule que l'Alliance devra se doter d'un système de surveillance épidémiologique apportant des informations en temps réel pour déclencher des alertes précoces. La surveillance en temps réel consiste à privilégier la collecte de données préliminaires, simples, le plus souvent avant que le diagnostic formel soit établi, à les transférer immédiatement vers des bases de données où elles seront analysées automatiquement et à fournir tout aussi automatiquement des tableaux de bord et des graphiques aux décideurs à tous les niveaux. S'agissant de collecter des données préliminaires, vous entendrez parfois parler de surveillance syndromique, même si ce terme n'est pas des plus heureux. 6 ans après la conférence de Prague, la France est la nation qui a le mieux tenté de répondre à cette exigence. Un prototype a été testé avec un certain succès en Guyane et à Djibouti, permettant la surveillance de plus de 30 symptômes couvrant l'essentiel des motifs premiers de consultation en opération. Ce système permet de collecter les données d'un patient directement sur un petit support informatique de terrain que le médecin peut emporter partout. Le médecin peut alors déclarer immédiatement le cas par une liaison satellitaire. Les données sont archivées dans un serveur qui est interrogé de façon automatique toutes les 10 minutes. Dès lors, le système met en œuvre, automatiquement, un ensemble de services web qui élaborent des analyses et des tableaux de bord. Tout aussi rapidement, ces résultats sont retournés sur les écrans de contrôle du chef du service de santé du théâtre, du département d'épidémiologie et demain, si nécessaire, de la direction centrale. Ainsi, le commandement, à travers son conseiller santé, peut disposer d'une information actualisée toutes les 10 minutes sur la situation sanitaire de la force. Au cours des années d'expérimentation, ce système a généré plusieurs alarmes lors de dépassements de seuil. À chaque fois, ces alarmes doivent faire l'objet d'une validation afin de pouvoir confirmer une alerte. Parce que le défaut intrinsèque de ces systèmes, c'est d'être extrêmement sensible. C'est pourquoi il faut se garder de tout excès de modernité. La surveillance en temps réel basée sur le recueil des symptômes ne peut pas remplacer
complètement la surveillance des maladies telle que nous la pratiquons actuellement. Elle est certes plus lente à alerter, mais elle est beaucoup plus spécifique. C'est pourquoi ces deux systèmes sont appelés à cohabiter, car ils sont tout à fait complémentaires. D'ores et déjà, le système ASTER, pour alerte et surveillance en temps réel, a fait l'objet d'une validation par le commandement de la transformation de l'OTAN, et il est, au moment où je vous parle, déployé lors d'un exercice au Kosovo, avec la participation de médecins d'unité de 4 nations, dans 3 langues. Ainsi, si cette recherche débouchait à l'avenir sur un programme d'équipement des formations sanitaires de campagne, la première des 2 insuffisances révélées en 2001 serait en partie comblée. Mais cela ne suffit donc pas. Le besoin est de connaître non seulement l'état sanitaire de nos forces, mais aussi d'appréhender les risques qu'elles encourent sur chaque théâtre à tout moment. Or, la surveillance telle que je vous l'ai décrite n'enregistre que les maladies présentées par les militaires. Il faut donc proposer autre chose. La connaissance de l'histoire médicale, de la situation actuelle des populations civiles, là où sont déployées les forces, serait bien évidemment la réponse à cette demande. Si l'on peut connaître les maladies sévissant dans les pays de déploiement, alors on pourra prévoir les risques pour nos militaires. Mais les armées n'ont pas autorité pour imposer une surveillance à des populations civiles. Il faut donc se contenter des informations accessibles. Et il faut aussi pouvoir appréhender la réalité des zoonoses et du risque vectoriel, là où sont ou seront nos forces, car aujourd'hui, la surveillance des maladies vétérinaires est devenue indispensable à la protection des forces. Pour vous en convaincre, souvenez-vous de l'actualité du risque infectieux de ces dernières années, qui s'appelle grippe aviaire, West Nile, SRAS, fièvre Q, fièvre de la vallée du Rift, c'est-à-dire des zoonoses qui affectent le bétail, la volaille, le gibier à plumes ou à poils, et éventuellement l'homme qui va à leur contact. La bonne nouvelle, c'est que les animaux sont le plus souvent affectés avant l'homme, ce qui explique l'intérêt de leur surveillance dans la veille sanitaire. La mauvaise nouvelle, c'est que le militaire en opération a une fâcheuse tendance à aller au-devant de la vie animale et il s'expose beaucoup plus que le citadin en garnison et en temps de paix. Pour accéder à toutes ces informations, nous avons pendant longtemps été très contraints par leur rareté. Peu de pays sont en fait dotés de systèmes de surveillance épidémiologique. Par leur qualité, il est tout à fait impossible d'aller évaluer le système de surveillance épidémiologique du pays voisin. Par leur inaccessibilité, beaucoup de gouvernements, considérant qu'il s'agit là d'informations sensibles, mettaient la cloche dessus. Et puis par leur retard à leur diffusion, la diffusion d'informations de qualité, une bonne publication scientifique qui décrit une enquête épidémiologique, il faut compter 2 ans avant qu'elle soit disponible. Mais la révolution de l'Internet a changé la donne. Aujourd'hui, tout le monde veut informer tout le monde. La toile regorge d'informations, et en particulier d'informations sanitaires. Prendre un exemple véridique. Si un cargo panaméen débarque un marin philippin, fébrile et hémoptysique, dans un port de Chine du Sud, vous le savez, en moins de 12 heures. Cet exemple est véridique. Encore faut-il se doter d'un moyen pour collecter et analyser toutes ces informations, tout ce qui est émis sur l'Internet. Et là, je peux vous dire que le bruit de fond est assourdissant. C'est pour mettre en œuvre la collecte et l'analyse de ces informations tout venant qu'a donc été développé en France le concept de veille sanitaire de défense, complément indispensable à la surveillance épidémiologique. Le concept a été validé en 2003 et une unité dédiée à la veille sanitaire a été créée à Marseille. Jour après jour, l'Internet y est balayé, scruté, pour y débusquer toutes les rumeurs, les dépêches, les brèves qui concernent la santé humaine et la santé animale. Il s'agit là, pour nos veilleurs, d'informations sanitaires qui vont être traitées selon une procédure standardisée. L'information est évaluée sur 4 critères de la crédibilité scientifique, la fiabilité de la source, l'intérêt politique et l'utilité pour les armées. Si l'information franchit avec succès ces 4 étapes,
Elle est alors traitée pour être remise dans son contexte épidémiologique, enrichie à partir de nos bases documentaires. Une synthèse est alors rédigée et rapidement diffusée à tous les décideurs qui ont besoin d'en connaître. Ainsi, ce qui n'était qu'une simple information sanitaire peut devenir un renseignement à caractère médical. Et celui-ci fera l'objet d'une fiche de veille sanitaire. Il ne s'agit donc pas de se contenter de décrypter la toile. Il faut garder la mémoire de tous ces renseignements. Il faut les disposer de telle sorte que tout médecin, en toutes circonstances, puisse conseiller son commandement pour toutes sortes de déploiements, du plus probable au plus inattendu. Et c'est l'objet de la base de données Bédouin, base qui est développée depuis quelques années sur une idée originale du médecin général inspecteur Merlin et qui est dorénavant accessible à tout médecin, pharmacien, vétérinaire militaire, dès lors qu'il a accès directement à l'intrasan ou bien via le réseau REP3SA qui connecte les cabinets médicaux d'unité à l'intrasan. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche depuis hier. Il peut disposer ainsi de dossiers sanitaires complets sur les pays et territoires où il va projeter ses personnels. Depuis quelques semaines, cette base s'est encore enrichie d'un volet entièrement consacré à l'épidémiologie des zoonoses, ceci grâce à la très bonne coopération avec nos collègues vétérinaires. Une fois déployé, le médecin peut continuer à disposer des actualisations mises en ligne en permanence. Il pourra d'ailleurs lui-même participer à l'œuvre commune en proposant à l'équipe de veilleurs toutes les informations sanitaires qu'il aura pu collecter au hasard de sa mission. Parce que ceux qui sont le socle de la surveillance peuvent être des membres actifs du réseau de veille sanitaire. L'avenir, enfin, c'est une meilleure surveillance des nouveaux risques épidémiogènes, au premier rang desquels les maladies non transmissibles. L'histoire de notre surveillance, tout comme mon expérience personnelle, m'ont amené à illustrer cette leçon d'exemples pris dans le champ des maladies transmissibles. Elles sont toujours d'actualité. Pour autant, elles ne suffisent pas à la surveillance. L'an passé, à cette même tribune, le professeur Bernard Baudusseau, titulaire de la chaire de médecine appliquée aux armées, vous mettait en garde contre les conséquences en milieu militaire d'une épidémie annoncée, celle qui commence avec la surcharge pondérale, continue par le syndrome métabolique, majore le risque cardiovasculaire et s'achève dans les complications du diabète de type 2. Or, cette épidémie, si brillamment annoncée ici même, n'est pas encore prise en compte dans notre système de surveillance. Au contraire d'autres maladies non transmissibles comme les cancers, les hémopathies ou les accidents cardiovasculaires. Mais comme vous le savez, dorénavant, notre système est évolutif et le comité de suivi de la surveillance réfléchit aux modalités de prise en compte de nouvelles priorités. Comme vous le voyez, mesdames et messieurs les internes, les leçons de l'école du Val-de-Grâce se suivent dans une grande cohérence et elles alimentent la réflexion permanente du service de santé pour la préservation de la santé des militaires. La surveillance sanitaire des combattants est donc aujourd'hui la résultante d'un ensemble de méthodes complémentaires associant la pratique médicale quotidienne, la surveillance épidémiologique stricto sensu, les enquêtes d'investigation et la veille sanitaire qui constituent les piliers d'un système d'information complet que nous souhaitons mettre au service des décideurs que sont d'abord notre chaîne de commandement santé et au-delà d'elle, plus généralement, les décideurs militaires. Je souhaite que vous reteniez la place essentielle qui y est la vôtre, que vous reteniez que la collecte des données pour la surveillance, comme pour la veille, est véritablement une tâche médicale et une tâche quotidienne. C'est une tâche médicale, car au même titre que vous surveillez un patient, en recueillant des données sur son évolution, vous, médecin militaire, vous surveillez aussi une population que l'on vous confie dans une œuvre commune et vous en tirerez un bénéfice pour votre pratique par une meilleure connaissance du contexte sanitaire dans lequel vous évoluez. Ceci vous permet d'adopter vos messages de prévention et votre rôle de conseiller du commandement. La surveillance sanitaire est ainsi un espace d'échange fréquent entre nous. Elle participe de ce fait à l'unité de doctrine du service de santé. Comme vous l'aurez compris, mesdames et messieurs les internes, cette surveillance française
est aujourd'hui au sein de l'Alliance Atlantique, où la France est en train de reprendre toute sa place, un sujet de satisfaction pour notre service de santé qui fait, en la matière, figure de modèle. Pour autant, vous l'avez vu, beaucoup reste à faire pour améliorer sa capacité de réaction rapide, de prévision et d'action. Je fais confiance à votre esprit de curiosité et d'équipe pour être demain les bâtisseurs infatigables du socle, les animateurs du réseau, de cet outil indispensable à l'action du service de santé, au bénéfice des combattants en campagne comme en garnison. Et pour terminer, je tiens à rendre publiquement hommage à tous les médecins d'unité, en métropole, sur les mers, au-delà des mers, qui, dans des conditions d'exercice parfois difficiles, mais sans relâche, œuvrent pour que la surveillance sanitaire du combattant soit la plus efficace possible, permettant au final le contrôle des risques sanitaires.